Alors bonjour à tous. Alors, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale. Donc aujourd'hui, ce que je m'apprête à faire en fait, c'est vous présenter une famille de parfums. C'est vrai que pour s'orienter dans nos choix de parfums, c'est pas évident. On entend, on ne sait pas trop comment définir les parfums puisque encore une fois, il n'y a pas vraiment un vocabulaire spécifique des parfums. C'est vrai que c'est pas facile de décrire les odeurs. Et quand on veut acheter un parfum ou qu'on va dans une parfumerie, on va avoir souvent on va s'adresser à une vendeuse ou un vendeur qui va nous demander quels sont nos goûts, quels sont les parfums que l'on aime porter et qui va essayer de nous orienter un petit peu quand ces personnes ne seront pas dans... Parce que ça arrive dans des parfumeries comme un peu grand public, comme Sephora, Nocibé, qu'on essaie de nous orienter euh, facilement vers les parfums best-sellers ou les dernières nouveautés sorties pour nous les faire acheter finalement, alors que ça ne correspondra pas forcément à nos goûts. Et comme on sera rapidement saturé d'odeurs, eh bien on aura des difficultés à se retrouver au milieu de tout ça. Donc là, l'idée, c'est de vous présenter une famille, il y en a 7 en tout, des familles de parfums. Et là, c'est la famille des orientaux qu'on va aujourd'hui essayer de mieux cerner, de décrypter et de faire le tour en la décrivant de manière un petit peu systématique. Donc j'espère que ce ne sera pas une vidéo trop pénible. Mais voilà, je trouve que c'est quelque chose qui n'existe pas là jusqu'à présent sur YouTube. Donc je me dis que ce serait intéressant de vous présenter ça. Alors il m'a fallu faire des petites recherches, parce que encore une fois, donc je ne suis pas spécialisée dans le parfum. J'ai un travail tout autre qui n'a rien à voir avec la parfumerie. Donc je suis tout à fait amateur. Donc c'est vrai que les parfums, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je trouve ça très intéressant de sentir différentes senteurs, fragrances. Et, euh, et je m'intéresse beaucoup aux ingrédients de la parfumerie. Et c'est pas des ingrédients finalement qu'on connaît de manière... enfin pour certains en tout cas, c'est vrai que certains sont connus de manière vraiment classique, parce que dans les orientaux, on va voir, il y a beaucoup d'épices qui peuvent s'ajouter, donc comme la cannelle, les clous de girofle, la noix de muscade, donc comme tout ça c'est lié aux aspects plus culinaires, et bien ce sont des ingrédients que l'on connaît, notamment à travers la cuisine. Mais voilà, il y a d'autres ingrédients qui me sont un peu plus étrangers, en tout cas qu'ils l'étaient pour moi. Alors voilà, donc on va commencer sur les orientaux. Donc les orientaux, ce sont des parfums qui souvent... alors ce sont des orientaux d'un point de vue occidental, c'est-à-dire c'est nous occidentaux qui avons décidé, notamment en France, ce que seront pour nous des orientaux. C'est pas forcément des parfums qui seront portés en Orient, et d'ailleurs si on les fait sentir à des orientaux, en plus l'Orient c'est quand même très vaste, entre l'Asie, les pays plus du Maghreb, le Moyen-Orient, enfin donc il y a vraiment des univers olfactifs extrêmement variés. Et probablement que les orientaux seraient un peu surpris et rigoleraient un peu de voir à quoi ressemblent nos orientaux à nous. Donc en fait, les orientaux, ce sont des parfums qui vont être des parfums très chauds, plutôt des parfums d'hiver, qu'on aura tendance à porter pour vouloir un peu se réchauffer, se chouchouter, se réconforter, se cocooner là, au cours de l'hiver. Mais aussi des parfums qu'on portera le soir, des parfums capiteux, des parfums doux, mais très chauds et enveloppants. Donc des parfums qui, pour des grandes occasions, on va dire. Voilà, mais ils peuvent être portés facilement tous les jours au quotidien.
Après, ça dépend l'usage qu'on a du parfum, hein, parce que là, je pense que c'est très variable selon les individus. Donc c'est vrai que les parfums orientaux, en fait, sont des parfums qui vont nous évoquer les harems, les contes des mille et une nuits, une débauche de mousseline, de voluptuosité, des jardins suspendus au Moyen-Orient, enfin voilà, des univers très vaporeux, très chauds, mystérieux, des univers sensuels, des univers sexy, des univers de tentation. On imagine, enfin moi ça me fait penser aussi à l'hiver, une fourrure voilà, qu'on aurait autour de soi qui nous envelopperait. Voilà, de manière très chaude, luxueuse et de manière assez gourmande. Hein. On verra que les orientaux peuvent se décliner de manière... peuvent se décliner finalement un peu à l'infini, hein, s'associer à d'autres familles de parfums pour, évidemment, pour créer leur unicité et leur spécificité. Mais c'est vrai qu'à la base, ils ont quelques caractéristiques vraiment communes. Donc parmi celles-là, en fait, le principal ingrédient des orientaux, c'est l'ambre gris. Donc l'ambre gris est une matière extrêmement intéressante, qui est une matière animale. Donc c'est un rejet en fait du cachalot. Donc c'est assez surprenant. Donc en fait le cachalot rejette une matière qui s'appelle donc l'ambre gris. Et cette matière va réagir en fait avec le soleil, la mer et le sel de la mer. Et donc il va y avoir une réaction chimique, physique et chimique, qui va créer ce qu'on appelle donc l'ambre gris. Donc c'est différent de l'ambre végétal, qui est cette matière que l'on retrouve parfois sur des bijoux, les bagues ou des colliers, une matière comme une résine, mais qui n'a pas d'odeur, ça c'est de l'ambre végétal, c'est inodore, et donc ça n'a rien à voir avec l'ambre gris, qui est donc ce rejet de cachalot, qui a une odeur très très chaude. Évidemment, moi je n'en ai pas senti personnellement. Donc à une époque, ce sont des parfums qui ont été créés, je crois, au début du siècle, ou fin du siècle, au début du XXe siècle, par, je crois, Coty. Et à l'époque, on utilisait cette matière-là, mais bien entendu, maintenant, c'est une matière qui coûte extrêmement cher. Et donc, elle a été remplacée par l'ambréine, qui est une matière de synthèse. Apparemment, c'est l'ambréine de Samuelson, qui a été qui est très connue et qui est utilisée maintenant comme matière de remplacement dans énormément de parfums orientaux. Donc cette fameuse ambréine de Samuelson, mais aussi l'ambroxan. Voilà, qui sont deux matières qui vont ressembler beaucoup à cette ambre gris, qui va donner donc une note animale, une note douce, chaude et charnelle. Voilà. Donc quelque chose vraiment de très 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 spécifique en parfumerie. Donc c'est, disons, un peu l'ADN des parfums orientaux. On va pouvoir donc associer à cet ambre gris des résines. Alors là, parmi les résines, je vais vous en citer plusieurs. Donc je serai un petit peu obligée par moment de regarder un peu mes notes, parce que comme je vous dis, c'est pas quelque chose que je maîtrise vraiment totalement. Donc on a le baume Tolu, le baume du Pérou. On a également le benjoin. Donc ça, ce sont vraiment des résines en fait, qui sont issues de végétaux. Donc le baume du Pérou, qui apparemment est originaire d'Amérique centrale, mais pas vraiment du Pérou. Plutôt c'est le Pérou qui l'a beaucoup exporté apparemment, mais il est issu d'autres pays autour. Donc le baume du Pérou, donc lui va avoir une odeur douce, un peu de caramel, une odeur balsamique. Donc c'est une résine liquide de couleur brune, de couleur brun rouge. Voilà. Avec des odeurs un peu caramel, vanille, cuir boisé, enfin ça évoquait tout ça, quelque chose donc encore une fois de chaud. Donc le benjoin est une résine qui provient donc d'arbres
du genre qui s'appelle Styrax. Lui, il est originaire d'Indochine. Ce seront des morceaux solides en fait, hein, mais plus ou moins un peu fragiles. Un peu fragiles pour le fameux bain joint. Donc l'odeur, c'est une odeur chaude, une odeur vanillée, boisée, qui peut ressembler au caramel ou au beurre de cacao. Voilà. Donc quelque chose de très vanillé, encore une fois quelque chose de chaud, une odeur un petit peu ambrée. Hein. D'ailleurs, oui, j'ai pas dit, mais les orientaux s'appellent aussi les parfums ambrés. Donc c'est la même. En fait, c'est une dénomination différente pour des parfums en fait qui sont un peu similaires en fait, qui sont de la même famille. Donc avec des facettes vanillées, caramel, amandes grillées, des facettes aussi café grillé et miel. Voilà. Donc ça c'est pour le bain joint. Et après on a donc le baume tolu. Donc le baume tolu, c'est la résine d'un arbre de Colombie. Et là ce sont encore des notes chaudes, boisées, vanillées, qui ressembleront plus à la cannelle, au réglisse, et des notes fumées. Voilà. Donc on a dit hein, des résines, des baumes, voilà, très présentes qui s'associent donc à l'ambre gris dans les parfums orientaux. Alors on va également retrouver dans les notes orientales hein, des épices, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, il peut y avoir de la cannelle, du poivre, du clou de girofle, de la muscade, hein, de la vanille, hein, donc ça c'est très très connu hein, dans les orientaux évidemment, hein, des bois donc cette ombre. Alors on va avoir également associé donc la vanille. Donc la vanille parfois donc naturelle hein, ou la vanilline qui est une note de synthèse qui rappellera la vanille. Alors on a également dans les parfums orientaux le patchouli. Donc ça le patchouli c'est alors ça j'ai appris parce que moi je pensais que c'était un arbre hein, bon comme quoi enfin c'est un arbuste en fait hein, mais c'est pas du bois en tant que tel hein, on utilise en fait les feuilles et on les fait sécher fermenter et de là on va obtenir l'odeur de patchouli parce que apparemment les feuilles fraîches de patchouli ne sentent rien de spécial quoi. Donc là ça va être vraiment la fermentation des feuilles qui va créer donc l'odeur de patchouli hein. Donc le patchouli c'est un parfum, c'est une odeur, donc c'est un ingrédient qui compose énormément de parfums en parfumerie. Puisqu'on aura l'occasion dans une autre vidéo de parler des parfums chyprés, hein, qui sont une autre famille donc de senteurs, d'odeurs et de fragrances. Le patchouli compose donc également les parfums chyprés. Et le patchouli a connu un essor énorme, enfin bon, il existe depuis très 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 longtemps, hein, mais alors il a connu un essor dans les années 70. Hein, avec les hippies, c'est vraiment ces odeurs très très camphrées, des odeurs bois, terre, enfin vraiment des odeurs très végétales, mais également vert, liqueur, fumée, moisi et médicinal. Voilà ce qu'évoque le patchouli. Alors il a atteint son apogée, on va dire, avec un parfum qui s'appelle Patchouli tout simplement, hein, de réminiscence, qui est une ode au patchouli, hein, qui est vraiment là dans tout son... qui est en mono, on va dire, un peu en mononote parfumée. Et bien évidemment il est très bien travaillé, hein, mais donc c'est un parfum très, très fort hein, d'ailleurs, avec une couleur très très particulière, très très brune. Voilà. Donc il a été extrêmement porté dans les années 70 et puis après il passait un peu à l'oubli, peut-être après une overdose de cette odeur. Et il a été apparemment, hein, d'après ce que j'ai compris, il a été remis à l'ordre du jour, au goût du jour, avec le parfum de Thierry Mugler qui contiendrait près de 30% de patchouli. Donc voilà. Donc le patchouli compose beaucoup de parfums orientaux également. Et puis on a enfin le cyste labdanum. Donc là encore le cyste hein, c'est un arbuste, donc on le retrouve dans des contrées lointaines, mais aussi un petit peu au bord de la Méditerranée. Là donc c'est un arbuste hein, dont on va utiliser également la résine. Et ce sont des odeurs balsamiques, ambrées, avec des notes animales
et des notes animales et des notes caramel. Voilà pour le cyste labdanum. Donc le labdanum, on voit parfois là dans les ingrédients des parfums, parce que désormais je pense qu'on est nombreux à aller, quand on aime les parfums, se renseigner. Et puis je vois beaucoup là sur les vidéos sur YouTube que on décrit les notes des parfums. Et c'est vrai qu'on voit souvent le cyste ou le labdanum, mais en fait c'est la même chose. Et donc ce sont des notes voilà, animales. Euh, très, très chaude encore une fois, et qui donne ce caractère vraiment très voluptueux, très chaud, très enrobant aux parfums orientaux. Donc pour ce qui est des orientaux, on va dire que celui qui représente le mieux cette famille, je dirais le plus, peut-être pas un vétéran, mais pas un grand-père, mais disons que dans la famille des orientaux, on va avoir Chalimard de Guerlain, qui est vraiment représentatif de cette gamme. Il est sorti en 1925 et il s'est vraiment quand même peu démodé. Bon, après, je pense qu'il n'est pas porté par beaucoup de jeunes femmes, enfin jeunes femmes, tout est relatif, donc je pense qu'entre 20 et 40 ans, il y a peu de femmes maintenant qui le portent, encore que peut-être il y aura une mode, je ne sais pas, je sais qu'en mode vestimentaire, eh bien, on a envie de se replonger un peu dans les vestiaires de nos mères pour aller piquer des vêtements qui finalement reviennent à la mode. Donc je me dis peut-être qu'un jour, tous ces parfums que nos mères portent, on aura envie les jeunes femmes auront envie de les porter. Voilà, donc Chalimard de Guerlain, c'est vraiment un vanillé, boisé, très 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 vanille, quoi. Après, on a Opium aussi, d'Yves Saint Laurent. Donc là, un parfum très opulent. Alors là, pour le coup, c'est plus les épices qui sont mises en avant. Voilà. Parce que donc, ce qu'il faut savoir, c'est que donc les orientaux se déclinent, comme j'ai dit, à l'infini, parce qu'il y a des orientaux boisés, des orientaux floraux, des orientaux plus cuir, des orientaux vanillés, des orientaux épicés. Enfin voilà, donc il y a vraiment toute une gamme, des orientaux gourmands, surtout là maintenant à cette époque où les parfums gourmands sont extrêmement à la mode, presque un peu trop d'ailleurs dans les... Enfin je sais pas si on peut dire ça, mais quand même, ils sont très 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 présentés, ils sortent énormément de parfums gourmands dont on est un peu finalement peut-être, encore une fois en overdose là, voilà, parmi les orientaux. Il y a eu une évolution des parfums orientaux. Ouais, déjà, ce sont des parfums qui ont une extrême diffusion, souvent, et un sillage important. Mais pas forcément. On peut retrouver aussi des parfums de peau. Donc moi, j'aime les parfums orientaux, mais pas des parfums qui dégagent trop d'odeurs enivrantes, entêtantes, qui vont trop chercher les gens autour. Moi, ça, c'est pas ce qui me plaît. Et pour moi, Lutens, représente vraiment... Serge Lutens, les parfums orientaux, avec Ambre Sultan, avec même le parfum que j'adore et dont je vous ai déjà parlé, qui s'appelle Fille en aiguille. Voilà, même si c'est des aiguilles de pin, c'est vraiment un parfum très 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 chaud, un peu fumé, qui représente très très bien cette famille. Et là, pour le coup, venant d'Orient, il a été, donc les parfums orientaux ont évolué avec l'arrivée du oud, qui a été repris maintenant par de nombreux parfumeurs. Les parfums oud, qui est une matière en fait qui vient d'Orient, qui a été, donc qui apparemment est extrêmement portée là au Moyen-Orient. Donc le oud en fait vient remplacer le patchouli dans les parfums orientaux. Dans certains parfums orientaux. Donc le oud, c'est une matière en fait extrêmement rare, qui est issue d'un bois qui s'appelle aussi le bois d'agar. Donc on entend parler actuellement du bois d'agar régulièrement, donc notamment dans les hermescences. Donc on entend parler des deux, le oud et le bois d'agar, donc c'est la même chose. Donc apparemment c'est un bois qu'on trouve au Moyen-Orient, et qui en fait sur lequel on va retrouver une résine odorante, une résine noire. C'est extrêmement difficile à trouver, donc je crois que le vrai oud, donc souvent il y a des matières un peu de synthèse qu'on utilise avec le oud, mais le vrai oud est extrêmement rare.
ça se forme au cœur des troncs, donc de certains types d'arbres qui se trouvent le plus fréquemment au cœur des forêts d'Asie du Sud-Est. Voilà, donc c'est une résine extrêmement riche et odorante qui se forme à la suite de réactions physiques ou biologiques sur le bois. Donc c'est lié à l'attaque d'une bactérie, enfin de plusieurs bactéries qui créent des moisissures. Donc voilà, ça va créer, c'est encore une matière animale, végétale, enfin végétale, pas animale pour le... Enfin mais bon, en même temps les bactéries, enfin voilà, donc ça a créé une odeur extrêmement particulière. Donc il est connu et utilisé en Orient depuis extrêmement longtemps, manifestement. Hein. C'est une matière qui est très très connue là-bas. Et en fait, il aurait des vertus médicinales. Il est rare, donc c'est ce qui en fait son caractère très cher en fait. Puisqu'on le trouve difficilement, c'est un des 10 bois les plus chers du monde. Donc c'est vrai que moi je n'apprécie pas spécialement ces odeurs parce que, enfin je les apprécie dans le sens où, bon déjà je n'en ai pas une réelle connaissance à l'heure actuelle. Et en plus, pour moi, ça sent très 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 fort. Hein. Donc moi, c'est pas des odeurs que j'ai envie de porter. J'ai pas envie de dégager ce genre d'odeur que je trouve très, voilà, hein, qui diffusent énormément, qui ont un sillage extrêmement fort. Voilà, donc il faudrait voir un peu comment on peut se traiter le oud. Mais je peux vous dire qu'il y a un parfum donc, pour homme hein, qui a été créé par Tom Ford. Qui s'appelle M7, qui est un des précurseurs avec le oud. Voilà, bon bah écoutez, j'espère que cette vidéo aura pu vous plaire, que vous aurez appris des choses. Et voilà, merci d'être là, de l'avoir regardé jusqu'au bout. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.